Bonjour, gestion des émotions et sens de la communication. Je m'appelle Betty Moreau, coach formatrice RH. Si je vous fais une présentation de cette manière-là, évidemment, vous allez pouvoir vous poser pas mal de questions. Si je vous donne mon nom, mon pédigré, un titre sur un débit monocorde, c'est sans intérêt. Mais ça va éveiller en vous des émotions. Ça peut éveiller de la colère. « Ah, nom d'un chien, mais c'est nul ce truc, qu'est-ce que je fais ici ?» Ça peut être de la tristesse. Oh, et dire qu'il y avait mieux à côté quand même. Ça peut être aussi de la peur. « Oh là là, je sens que ça va être long, ça va être très très long, j'ai bien peur de m'ennuyer un certain temps. » La joie, peut-être un peu moins, sauf si vous êtes un peu pervers et que vous vous dites « Ah, je le savais bien, je le sentais bien que ça allait être mauvais cette histoire-là. » Mais généralement, on va plutôt être dans des émotions dites négatives. En revanche, si je vous dis « Bonjour, je m'appelle Betty Moreau, je suis très émue d'être ici. Je suis coach, formatrice RH et le sujet qui va être abordé va être celui de la gestion des émotions et du sens de la communication. » Le message est le même sur le fond, mais il est très différent sur la forme. Et on voit tout de suite qu'il y a une relation entre les émotions et la communication. Les émotions que vous ressentez, les émotions que je vous fais passer ou que j'essaye de vous faire passer. Je vous ai parlé de la joie, de la colère, de la tristesse, de la peur. On va les voir en images. Et en son, si ça se passe bien. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut bien se passer dans la tête des autres? C'est la rentrée! Oh, je suis trop contente! Riley a au moins 272 raisons de flipper, c'est une catastrophe! Sans parler de cette odeur et de cette crasse! On va passer une belle journée qui deviendra une belle semaine, qui deviendra une belle année, qui deviendra une belle vie! On va faire la liste complète de tout ce qui devra enthousiasmer Riley. Parmi les pires scénarios, on a être interrogé par le professeur. Riley, tu veux bien te présenter en quelques mots? On ne va pas faire ça! Elle va nous interroger! Je suis trop triste pour marcher. Groupe de filles hyper cool à 2 heures. Allons leur parler. Ça va pas la tête, pas question de leur parler. Ce qu'on veut, c'est qu'elles nous aiment. S'enfermer à double tour et hurler le seul gros mot qu'on connaît. Ah, ça donne la brutale. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de venir à tous mes matchs. On a un énorme problème. Quoi? Tu plaisantes? Je ne veux pas en rater un! Alors là, c'est tout sauf cool. Mais qu'est-ce qui se passe? Hé, tristesse! T'as touché au souvenir. Tu es sûr que ça marche? Je sais pas trop. Réparle-le! Laisse-moi lâcher! La mémoire centrale! C'est n'importe quoi! On répond là? T'es en panne, mais pourquoi tu es en panne? On est où là? Attends, tu vas te perdre. Sois positive! D'accord, je suis positivement sûre que tu vas te perdre. Comment s'est passé ce premier jour d'école? Bouge, dépêche-toi. Tout s'est bien passé, ok? Je n'aime pas du tout ce genre d'attitude. Laisse-moi, s'énerve pas! Accroche-toi! Je ne crois pas, il fait encore ses yeux de merlan frit. C'est pour ça qu'on a largué notre pilote hélicoptère brésilien. Viens, envole-toi avec moi, petit chat. Bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Dans la version initiale, originale, c'était Inside Out. Alors, ça se passe dans la tête de la petite fille. On voit les émotions. Ça se passe dans la tête de la maman aussi et du papa. Et on voit les comportements qui découlent de ces émotions. Une émotion, c'est quoi? Une émotion, c'est une réaction affective transitoire qui est hors de raison. C'est-à-dire qu'on ne la prévoit pas, cette émotion. On ne la réfléchit pas. Et on est tous sujets aux émotions, a priori. Alors vous allez me dire, non, moi je ne suis pas sujet aux émotions. On peut essayer de les faire taire. Mais à part une lésion corticale, un problème cérébral, 15% seulement de la population sont alexithymiques, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas les émotions ou ils confondent les émotions au moment de les exprimer. On a souvent une confusion entre la peur et la colère. On peut aussi avoir des accès de joie, des éclats de rire, alors qu'on est profondément triste. C'est une manière un peu de contrebalancer l'émotion de base qu'on a ressentie. Alors, il y a 4 émotions primaires. La joie, la colère, la peur et la tristesse, comme on l'a vu. Dans le film, vous avez vu passer également le dégoût. On va y revenir après. Mais c'est Darwin, en 1860, dans l'origine des espèces, qui a commencé à parler des 4 émotions de base. Alors, on pourrait se dire que ça serait quand même pas mal de pouvoir faire taire ces fameuses émotions, plutôt que d'avoir peur, plutôt qu'être en colère,
plutôt qu'exploser. Bon, la joie, on aime assez la vivre, plutôt qu'être triste complètement au fond du trou. Eh bien non, elles sont nécessaires à la vie, à la survie, et ne pas ressentir d'émotions, les personnes alexithymiques ou les personnes qui ont eu une lésion cérébrale, en fait, ne savent plus prendre de décision, puisqu'il y a tout un système qui permet de prendre des décisions pour avancer. Là, on n'avance plus, et c'est un état qui est très inconfortable en réalité. Alors, la joie, on la met en premier et on la met à part. On en parle seul, parce que la joie est la seule émotion dite positive. Alors, il n'y a pas de mauvaise émotion, attention, positive dans le sens où elle crée en nous quelque chose d'agréable à vivre. Puisqu'on a dit que les autres étaient salutaires, la peur est nécessaire, permet de se sauver en cas de besoin. Mais malgré tout, on va considérer que peur, colère et tristesse sont des émotions négatives parce qu'elles ont une incidence sur le corps qui est désagréable à vivre, à ressentir. Le dégoût que vous avez vu dans la présentation Pixar, dans certaines nomenclatures, elle fait partie des émotions de base, mais comme je vous disais, Darwin en a considéré 4. Et le dégoût, on peut estimer que c'est une conséquence ou une cause, tout comme la surprise, la confiance ou l'anticipation. Le dégoût, c'est réellement un rejet de quelque chose. Si je vous dis, bon, bien, le prochain repas, demain midi, dans vos box, vous allez trouver des insectes crus. Ça sera le repas de demain midi. Qu'est-ce qui vous dégoûte dans l'histoire, en fait? Ça va être la peur de manger des insectes, a priori. Mais ça peut aussi être une conséquence. Vous avez déjà mangé des insectes, vous savez que c'est mauvais, donc ça va vous procurer du dégoût. Ce n'est pas une émotion initiale. La surprise, même chose. Il vient d'y avoir un bruit au niveau de la porte. Bonjour. Je suis surprise, mais je suis surprise pourquoi? Est-ce que je suis en colère foncièrement parce qu'on me dérange pendant que je suis en train de parler? Rassurez-vous, c'est pas ça, monsieur. Ou est-ce que j'ai peur qu'on vienne me dire bon, ben, on arrête là maintenant tout de suite, il y a autre chose? Non, la surprise va initier une réaction derrière, une émotion. Il y a la roue des émotions. Si vous cherchez un peu sur Internet, vous n'allez pas nécessairement trouver uniquement les 4 qui ont été cités. Oui. Bonjour. Vous allez avoir la roue de Robert Plutchik. C'est une roue qui est assez souvent représentée. Elle a été créée dans les années 80. Peut-être l'avez-vous déjà vue. Elle se replie et ça donne une forme de cône. On retrouve la joie, on retrouve la colère, la tristesse et la peur. Et elles sont entourées de couleurs différentes. Pourquoi? Toujours pour la même raison. La joie positive et les 3 autres négatives. Donc vous voyez, lui, il a mis l'anticipation, la confiance, la surprise et le dégoût au même niveau. Alors comment fonctionnent les émotions? C'est pas si vieux que ça, en fait, les émotions. Il y a 400 millions d'années, on n'avait pas d'émotions. Enfin, nous, non, évidemment. Mais les émotions n'existaient pas puisqu'il n'y avait que le cerveau reptilien qui existait. Alors le cerveau reptilien, ça va nous servir, et on l'a toujours, hein, bien sûr, heureusement, à manger, respirer, boire, se mettre à l'abri éventuellement, se reproduire, les fonctions vitales. Ensuite, il y a eu la création du cerveau limbique. Là, ça a mis quand même un paquet de millions d'années pour que le siège de l'agressivité, entre autres, mais des émotions se crée. Donc là, il va y avoir les pulsions, les émotions, les relations sociales, le plaisir qui vont apparaître. Et puis le néocortex, lui, est tout récent, il y a 4 millions d'années. On rappelle que Lucie, qui nous ressemble un peu quand même, a 3 millions d'années. Donc elle avait un néocortex qui était moins élaboré que le nôtre, bien sûr. Mais entre les deux, à ce niveau-ci, avant Lucie, entre 8 et 10 millions d'années en arrière, il y a eu la séparation entre les grands singes et ceux qui allaient devenir toute la branche qui finirait par être des hommes. Et à ce niveau-là, eux, eh bien, n'avaient pas le néocortex, donc ils devaient s'appuyer sur les émotions pour survivre. Et heureusement, c'était quand même nécessaire. Imaginez la caverne, hein, la grotte, s'il n'y a pas d'émotion. Quand un troupeau de sangliers, à l'époque, c'était peut-être pas des sangliers, ou des mammouths laineux vont débouler, s'il n'y a pas d'émotion,
vous avez la petite personne de l'époque qui se trouve sur la terrasse de sa caverne et paf, elle se fait renverser par ces mammouths. Elle n'a pas eu peur. Mais elle n'a pas non plus eu envie de chasser ces fameux mammouths. Donc elle ne va pas pouvoir se nourrir. Donc c'est un enchaînement comme ça. Si les émotions n'existaient pas, ça serait quand même difficile de vivre. C'est valable aujourd'hui. Si vous êtes sur un trottoir, vous avez un passage piéton, vous voyez arriver une voiture à pleine vitesse. Si vous traversez, si vous n'avez pas d'émotion, si vous n'avez pas peur, vous n'allez pas reculer. Si vous ne vous mettez pas en colère contre les voitures qui roulent dans tous les sens, elles continueront à rouler dans tous les sens et être dangereuses, etc., etc. Les émotions sont nécessaires. Alors là, s'il y a un médecin dans la salle, il va hurler parce que c'est un peu la neurologie expliquée au CM1. Mais au moins, c'est simple. Ce que vous voyez comme petit circuit vert, oui, je vous en prie. C'est le chemin de l'addiction. Alors, je l'ai laissé ici parce que vous êtes quand même assez branché clavier ordi et clavier ordi et clavier ordi et encore. Donc, je me suis dit que vous pouviez admettre ce petit schéma. Il est pratique, surtout ce petit schéma, parce qu'il reprend les grands points qui servent à créer nos émotions dans le cerveau. Il y a le noyau accumbens, qui est le noyau central du circuit de la récompense. Donc lui, il va jouer au niveau de la joie. Il va y avoir l'amygdale, qui décode, elle, les stimuli, qui va pouvoir nous dire « attention, c'est dangereux, c'est pas dangereux ». C'est elle qui va pouvoir faire ça. L'hypothalamus, lui, il va contrôler les sécrétions hormonales de l'hypophyse. Parce que oui, les émotions, pour qu'elles existent, il va y avoir en jeu des neurotransmetteurs et des hormones. On va voir lesquelles juste après. Et l'hypothalamus, il va jouer aussi un rôle dans la régulation du système neurovégétatif, c'est-à-dire le rythme cardiaque, la respiration, les fonctions viscérales. Si vous avez peur, si vous êtes en colère, vous n'avez qu'à vous imaginer dans cette situation-là, vous avez le cœur qui s'accélère, vous avez la respiration qui s'accélère. Et il y a très très longtemps, ça on commence à le maîtriser un peu mieux aujourd'hui, mais quand il y avait une très grande peur, qu'est-ce qui se passait? Accélération cardiaque, accélération respiratoire, ce qui permet d'oxygéner le sang, ce qui permet d'oxygéner les muscles pour pouvoir se sauver. Et on parlait des fonctions viscérales, il y avait également les viscères et la vessie, tout se vidait de manière à être plus léger pour pouvoir courir quand l'ennemi était derrière nous. Quand on a très très peur, ça peut encore arriver, ces choses-là. Alors, le septum, lui, il joue sur l'attirance, sur l'appétit, sur la satisfaction de tous les besoins en général. Alors, je ne veux pas de dessin, mais ça peut aller dans la joie, dans la colère. Attention, on peut être fâché et vouloir récupérer quelque chose chez quelqu'un. Parce qu'on estime que ça nous appartient et que ça doit satisfaire à nos besoins et pas aux siens. Le cortex préfrontal, lui, il va nous aider aussi à choisir les comportements, mais ça ne va pas être de manière réactive, ça va être en faisant appel à notre mémoire. Parce qu'une émotion se crée sur quelque chose de connu déjà. Tout à l'heure, quand je vous parlais des insectes, qu'on parlait du dégoût, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas envie de goûter des insectes crus après tout? On n'a jamais goûté, on n'en sait rien. Parce que ça fait appel dans la mémoire à tout un tas de choses désagréables. En revanche, si vous avez un gâteau magnifique, vous n'avez peut-être jamais goûté, vous ne le connaissez pas, mais le mot gâteau dans votre mémoire appelle quelque chose de sympathique. Donc là, ce sera plutôt de la joie et une envie de tester. Alors on a dit qu'il y avait des neurotransmetteurs et des hormones. J'en citais quelques-uns et quelques-unes. Il va y avoir l'acétylcholine qui va, elle, jouer un rôle dans l'agressivité, mais aussi dans la mémorisation. Il faut se rappeler qu'on n'a pas aimé quelque chose. Il faut se rappeler que quelque chose ou quelqu'un a été dangereux. L'adrénaline. Alors, adrénaline, on ne devrait pas utiliser ce terme parce que adrénaline est un terme déposé. Donc, l'épinéphrine, elle est liée au stress et elle va permettre de réagir dans les situations d'urgence. Peut-être avez-vous déjà vécu une situation de stress intense. D'un seul coup, ça fait mal au niveau des reins. On a une décharge hormonale. La décharge d'adrénaline, d'épinéphrine, se fait au niveau des corticosurrénales, donc à ce niveau-ci, et ça peut faire très très mal au dos.
Le cortisol, pardon, qui est une hormone, agit de la même manière que l'adrénaline, mais ça n'est pas sur les mêmes circuits. La dopamine, là, c'est le neurotransmetteur du bonheur. C'est un moteur, c'est le plaisir. Ce qui vous fait lever le matin si vous êtes content, ça va être la dopamine. Le GABA, c'est l'acide amino gamma-butyrique. Lui, c'est l'inverse. C'est un inhibiteur. C'est ce qui relaxe. C'est ce qui permet une baisse de tension. C'est ce qui existe dans un tas de substances illicites qui font planer, par exemple. La mélatonine, l'hormone du sommeil. Alors, quand la mélatonine baisse, il y a un risque de dépression, puisque la fatigue fait qu'on tombe dans un état de confusion. Les hormones et les neurotransmetteurs ne fonctionnent plus correctement. Ça se télescope. Et c'est de pire en pire. Donc, puisque ça fonctionne mal, on lutte, on a encore une difficulté plus grande à dormir, etc., etc. La sérotonine, elle, c'est également un neuromodulateur. Quand la sérotonine augmente très fort, on peut tomber en dépression également. Il y a toute une vague, il y a une vingtaine d'années, d'antidépresseurs qui ont été mis sur les marchés, qui sont des inhibiteurs, je vais y arriver, de recapture de la sérotonine, justement. Elle n'est plus en circuit dans l'organisme, on la sort du circuit, donc l'état dépressif baisse un peu, puisqu'il est le corollaire, la sérotonine est le corollaire de la dopamine. Donc, vous avez une baisse de sérotonine circulante, vous avez une augmentation de la dopamine, et vous allez un peu mieux, vous avez le sentiment d'aller un peu mieux, d'être dans un état plus euphorique, dirons-nous. Donc, il y a énormément de choses qui entrent en jeu pour qu'une émotion existe. Plus simplement, stimulus émotionnel, comme tout à l'heure, ouverture de porte. Il va y avoir un sentiment et une sensation qui vont arriver. On va en parler. Il va y avoir une attention, une évaluation. On a dit qu'on faisait appel à la mémoire. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est agréable ou pas? Ça m'envoie quel message? Est-ce que je suis contente? Est-ce que je suis en colère? Je ne sais pas. Hop, tout ça, ça fait le tri et ça me crée la fameuse émotion. Je vais avoir la réponse à mes questions. Et l'émotion, eh bien, elle va me mettre dans un état émotionnel. Parce que l'émotion, on a vu qu'il y avait les hormones et les neurotransmetteurs qui se mettaient à circuler. Et forcément, ça va créer des changements sur le corps, des changements physiologiques. On va avoir chaud, on va avoir froid, on va être tendu ou pas, on va être content ou pas. Donc, un état émotionnel. Et cet état émotionnel va entraîner lui-même un comportement. Comportement et éventuellement, si ça se passe mal, du ressentiment. Donc, on a vu ce qu'étaient les émotions, mais qu'est-ce que ça n'est pas? Quand on demande à quelqu'un quelles sont les émotions que vous connaissez, bon, ceux qui les connaissent les citent, mais c'est un peu comme les 7 nains. En guise d'en citer 4, généralement on en cite 3. Celle qu'on ne cite pas est souvent celle qui nous correspond le mieux. Je ne sais pas pourquoi. Et on va commencer à citer tout un tas de sentiments ou de sensations, voire d'états émotionnels ou de comportements. Un sentiment, en fait, c'est une manière intellectuelle d'apprécier une situation. Ça n'est absolument pas physique. C'est simplement dans la tête que ça se passe. Nous sommes ici, supposons que la climatisation fonctionne à fond, ce qui n'est pas le cas. Et je vois dehors un ciel bleu et des personnes qui se promènent en t-shirt. J'ai le sentiment qu'il fait bon dehors. Je n'en sais rien, en fait. Simplement, mon cerveau est allé chercher une petite information. Ciel bleu, courtement vêtu. Normalement, la température est agréable. Donc là, c'est un sentiment. Comme sentiment, on va avoir par exemple la satisfaction, la frustration, la nostalgie, le doute, la perplexité, la culpabilité, l'injustice, la déception, le dérangement, l'anxiété, l'inquiétude, l'amour. Il y a énormément de sentiments et c'est pour ça qu'ils sont souvent confondus avec des émotions. L'anxiété, l'inquiétude et l'angoisse sont attachés à la peur. C'est une question de gradation. Quand on se sent en danger, on est inquiet. Quand il y a un risque, quand on se sent dans une situation à risque, on est anxieux. Et quand on vit une menace, c'est-à-dire que là, on ne sait absolument pas ce qui va se passer, ni quand ça va se passer, ni sous quelle forme, eh bien là, on est angoissé. Alors, lui, par exemple, il a un sentiment, il est déçu, c'est de la déception. Mais pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il est triste? Est-ce que c'est une colère qu'il n'a pas dépassée?
Aucune idée. Ensuite, on va avoir des sensations. Alors la sensation, là, comme le mot l'indique, il y a le sens. Ça va être quelque chose de physique, une perception physique de quelque chose. Alors ça peut être de la gêne, ça peut être de la douleur, un dégoût pour le coup. Le dégoût, c'est à côté du goût. Hein. On l'a goûté a priori, donc c'est pour ça que ce n'était pas une émotion de base, mais c'était une réaction à quelque chose. Un bien-être, un mal-être, de la volupté, la douceur. Ça peut être aussi des frissons. On les ressent, les frissons. On sent les poils qui se dressent parfois hein, sur la peau. Lui, il est en état de bien-être. Il est tout content. Puis, il y a les états émotionnels. On a vu qu'après l'émotion, une fois qu'elle était survenue, il y avait l'état émotionnel. L'état émotionnel, ça peut être l'euphorie. Hyper joyeux, l'euphorie. Ça peut être l'agacement, si on est en colère. Ça peut être le stress, si on a eu peur. Le stress, c'est un sentiment d'incapacité à réussir à faire ce qui est demandé. Hein. Attention, le stress, ça n'est pas le trac. Nuance. Ça peut être la fébrilité, l'agressivité, la confiance, l'admiration. Tout ça sont des états. Ça peut être l'état amoureux. Vous savez, l'état dans lequel on est bien content. Bon, ça ne dure pas toujours, hein, ça ne dure pas longtemps. Surtout, le taux d'hormones redescend. Mais là, c'est un état. On peut aussi avoir un état d'effroi. On peut avoir tellement peur qu'au-delà de la peur, on est dans la sidération. Là, c'est un état émotionnel. Et puis, suite à cet état, on va mettre en place un comportement. On ne va pas rester simplement dans cet état. Sauf le fameux état amoureux. Je répète, ça ne dure pas. Alors, le comportement, ça va pouvoir être de la bienveillance. Ça va pouvoir être de la violence. Ça peut pouvoir être une crise de larmes, une crise de fou rire. On peut aussi provoquer l'autre. On peut aussi être espiègle, comme lui. Degré ultime, on a mis en place un comportement qui ne nous a pas soulagés, qui ne nous a pas fait plaisir, qui ne nous a pas fait dépasser quelque chose de désagréable. Ce qui est agréable, on n'a pas envie de le dépasser, mais ça retombe. Hein. Eh bien, là, le ressentiment va apparaître et ça va entraîner de la vengeance, de la jalousie, de la haine. La haine n'est pas une émotion, hein. Un mépris, comme lui. Alors, comment gérer les émotions? Parce que c'est bien gentil, pour l'instant, on a fait le tour. On sait à peu près comment ça fonctionne, d'où ça vient. Mais comment est-ce qu'on va les gérer? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire gérer les émotions? Gérer, ça vient du latin gerere, conduire, exécuter, mener. Exécuter. Ok, on va retenir ça. Et motio, ça vient de motivare, bouger, être en mouvement. Donc, à la fois exécuter et être en mouvement, ça va vouloir dire laisser vivre les émotions, en quelque sorte. Les gérer, ça n'est surtout pas, parce qu'il y a quelques années, il y avait des stages dans les entreprises de gestion des émotions où, en fait, on vous apprenait à mettre le couvercle sur vos émotions en disant ce qui se passe ici, et vous devez être assez linéaire sur votre lieu de travail. Vous exploserez à l'extérieur, pourquoi pas. Sympathique pour la famille qui vous récupérez. Ce qui fait que vous passiez des soirées pourries et le lendemain, quand vous arriviez au travail, vous n'étiez pas dans un état quand même de continuer. Et c'est le cercle vicieux. On a remarqué d'ailleurs aujourd'hui qu'une grande partie des burn-out, 60%, donc c'est une très grande partie des burn-out en entreprise, sont liés à des difficultés d'expression des émotions et sont liés surtout à des difficultés d'expression des émotions à la maison. Donc, quand on dit qu'on n'apporte pas la maison au travail et le travail à la maison, ça n'est pas vrai. Donc, les gérer, c'est les faire vivre, mais de quelle manière? Alors, peut-être pas comme ça. Ça peut être désagréable pour tout le monde. Alors, parfois, on a l'impression qu'on est en train de laisser vivre son émotion parce qu'on l'exprime. On s'est dit, oui, la dame, elle a dit qu'il fallait exprimer ses émotions, je vais l'exprimer. Mais on n'exprime pas l'émotion de fond. On fait ce qu'on appelle une pseudo-régulation. Qu'est-ce que c'est une pseudo-régulation? Ça va être un chemin détourné qu'on va prendre pour essayer justement de gérer. On va prendre un exemple. Alors, ce n'est pas un exemple réel, hein, c'est une pure fiction. Badre n'est pas là, je vais pouvoir en profiter. Je vais l'utiliser dans le fameux exemple. 4 dernières minutes.
Badr téléphone à un développeur et il lui demande de faire une conférence pour lui. Alors, c'est la semaine dernière. Ça se passe la semaine dernière, supposons. Il appelle, il lui dit, Nicolas, par exemple, est-ce que tu peux me sauver la mise et me préparer une conférence pour Devoxx Maroc et tu passeras lundi après-midi, donc tout de suite en arrivant. Nicolas se trouve en Belgique, il est déjà en train de bosser, en train de faire Devoxx Belgique, il en a jusque-là, en quantité de travail, mais il accepte. Il accepte, ça veut dire qu'il va rentrer chez lui, qu'il va avoir une journée seulement en famille, qu'il va devoir bosser le soir, qu'il va préparer l'affaire, qu'il va répéter dans l'avion. La nuit de dimanche à lundi, en arrivant ici, il va bosser encore. Lundi matin, n'en parlons pas. Et puis, il arrive sur site à 10h lundi. Bon, déjà, il arrive tard parce que ça commence tôt ici. C'est ça. Non, mais il te l'avait programmé à 14h. Je te dis que non, il avait programmé à 14h. Ne m'énerve pas. La colère pourrait monter. 14h, on a dit. Donc, il arrive sur site à 8h30, puisqu'il veut. Et là, il se rend compte que ça n'est pas programmé. Il n'est pas sur les papiers, il n'est pas sur le programme. Que se passe-t-il? Il peut être très triste. Là, les émotions vont se mettre en place. Il peut être très triste. Il peut avoir honte, même. Il peut se dire, oh là là, Badr, il sait que ça va pas être bon, puisque j'ai pas eu longtemps pour la préparer. J'ai un peu honte, j'avais prévenu les copains, rien ne va être sur Twitter. Dommage. Et puis, comme ça marche bien, la machine à dévalorisation, il va enchaîner en disant, de toute façon, il savait que j'étais pas bon, cette conférence-là, elle était pas bonne, il pouvait pas la mettre, c'est évident, c'est à cause de moi. Puis un degré supérieur, autant culpabiliser tant qu'on en est là. Et dire que je me suis pas occupée de la famille pendant 3 jours, je suis ici, je suis au soleil, bon, bref. On peut faire marcher la machine à tristesse assez bien en pseudo-régulation. On va se trouver des excuses et des raisons. Mais Nicolas peut aussi être en colère. Et dans ces cas-là, il peut faire de l'opposition soit passive, soit active, ou être agressif, physiquement ou verbalement. Il va se passer quoi en opposition passive ou en opposition active? En opposition active, Badr arrive vers Nicolas et il lui dit « Ah, je suis désolé, en fin de compte, j'ai dû te déprogrammer, mais c'est pas grave, l'année prochaine, tu passes le premier même. Ou plus tard, si à 8h30, c'est trop tôt pour toi. » Et là, Nicolas va dire « Bah non. » Sans donner d'explication, sans argumenter. Opposition active, non. Ok. Opposition passive, ça va être plus tordu. Badr lui dit la même chose et Nicolas va dire « Ok, pas de problème. » Et au fond de lui-même, il va penser « C'est ça, oui. L'année prochaine, je vais venir ou pas. Et sûrement que je viendrai même pas, mais je vais pas te le dire. Et tu pourras compter sur moi, mais tu pourras toujours m'attendre. » L'agressivité, ça va être tomber sur le poil de Badr et l'insulter copieusement. Tu te rends compte de ce qui s'est passé, je suis venue pour toi, j'ai pas pu faire ci, ça, ça et ça. L'agressivité physique, je vous fais pas de dessin. Mais je sais pas. Je sais pas. Il peut y avoir aussi un sentiment de peur. Toujours la même situation. Et Nicolas sait qu'il n'est pas prêt. En fin de compte, il n'a vraiment pas eu le temps. C'était un nouveau sujet. Il n'a pas rejoué la même chose que la semaine précédente. Et il a peur de dire à Badr qu'il n'est pas prêt. Et là, qu'est-ce qu'il va faire en pseudo-régulation? Soit de l'évitement, la fuite en avant ou l'autodéfense. Alors la différence, c'est quoi? L'évitement, imaginons que ce soit Badr qui entre. Nicolas va se cacher. Il va éviter tout simplement de le rencontrer. La fuite, ça va être « Ah, je te vois tout à l'heure, hein, Badr. » Okay. La fuite en avant, ça va être « Ah, Badr, non mais pas dans 5 minutes, hein, on se voit maintenant. On se décharge tout de suite de quelque chose de désagréable. Vous savez, les tours de table qui commencent, il y en a toujours un qui lève la main en premier, ça sera fait. Donc ça, c'est de la fuite en avant. Et l'autodéfense, eh bien, il rencontre Badr, et là, il agresse Badr volontairement. Non, mais tu te rends compte de ce que tu m'as fait faire? T'imagines bien que c'est pas prêt, hein? Voilà. Ça, c'est quand on utilise la pseudo-régulation. Quand on veut réguler une émotion,
Et c'est ce qu'il y a de plus sain. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour la tristesse, on va demander, on va chercher la revalorisation. Alors c'est assez compliqué parce que quand on vit une émotion négative, on a l'impression que c'est aux autres de commencer à s'occuper de nous et à nous revaloriser, par exemple. Mais ça ne se passe pas de cette manière-là. Bien souvent, on peut attendre que les autres fassent un geste. Non, il faut aller chercher sa récompense, en quelque sorte. Il faut aller voir Badr pour être valorisé et lui dire « Ah, je suis déçue, tu vois, tu m'avais programmé, et puis en fin de compte, je ne suis pas sur le planning. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, Badr va pouvoir dire « Ah, mais t'inquiète pas, ça n'a aucun rapport avec toi, tout le monde connaît ta valeur ici. » Revalorisation. J'ai eu un empêchement, j'ai eu X et X raisons. Donc, on va pouvoir évacuer cette tristesse. Si c'est la colère, il va y avoir une demande de réparation. La colère fonctionne comme ça. On a le sentiment d'avoir subi un préjudice, de vivre une injustice, et on va demander réparation. Si vous regardez des procès, vous entendez toujours les personnes dire « Oui, on est les victimes, nous sommes les victimes, et en plus, nous sommes obligés de demander réparation. » Et oui, ça fonctionne comme ça. Donc là, Nicolas pourrait aller voir Badr et lui dire qu'il a ressenti quand même de l'injustice et lui dire ça me fait mal quand même ce qui s'est passé, tu te rends compte, j'ai passé énormément de temps. Comment on pourrait trouver un arrangement pour que je ne sois plus dans cet état quand même qui me chagrine? On peut mettre le ton de colère sans agresser l'autre. Nicolas ne lui a jamais dit « tu », il a bien parlé de lui. Donc là, l'autre en face va proposer une réparation, 9 fois sur 10. Ça, c'est une mécanique qui se met en route et qui fonctionne assez bien. Il pourrait lui dire oh écoute, je vais en parler à la keynote. Je vais dire que tu étais prévu, qu'il y a eu un empêchement. Donc déjà, on parle de toi. Et en plus, puisque tu as quitté la famille pour être ici pour moi et qu'en fin de compte, je n'utilise pas tes forces, je vais te préparer un petit panier de produits locaux pour ramener à tes enfants, à ta femme, etc. Donc il y a une réparation réelle, matérielle et psychologique, puisqu'il y a cette façon d'en avoir parlé à la keynote. Si c'est la peur, on se souvient, la conférence n'était pas terminée, donc il y avait peur pour le travail non fini. La personne peut annoncer sa peur. Nicolas peut dire à Badr, écoute, j'ai peur de ne pas être au top, de ne pas avoir fini pour tout à l'heure. Et en énonçant ça, forcément, l'autre va lui dire, écoute, est-ce que tu as besoin que je t'aménage du temps? Est-ce que tu veux une petite salle libre pour finir de préparer? Tandis que si on ne lui exprime pas cette peur-là, l'autre ne peut pas la deviner, bien évidemment. C'est ça, exprimer les émotions. Comment exprimer les émotions? C'est les communiquer de manière juste par rapport à notre ressenti, et non pas par toutes les voies de la pseudo-régulation. On a dit communiquer les émotions. On a dit émotion et sens de la communication. Communiquer, à l'origine, c'était partager quelque chose. Aujourd'hui, communiquer, on le prend dans le sens informer. Pour partager quelque chose, il va falloir donner de l'information à l'autre. Ce qu'on vient de dire justement, mais de la bonne information et surtout de la bonne manière. On va utiliser l'assertivité ou encore la communication non violente. La communication non violente est un terme beaucoup plus usité en ce moment, c'est à la mode. L'assertivité, c'est tout simplement parler de manière assertive, c'est-à-dire qu'on va défendre ses droits, on va défendre ses idées sans jamais empiéter sur les droits et les idées des autres. Mais pour le faire, il faut savoir de quoi on parle. Si on est en colère, il ne va pas falloir exprimer une peur. Si on a peur, il ne va pas falloir la masquer derrière une colère. Si on est triste, il ne va pas falloir proposer à l'autre un sourire. L'autre va croire que tout se passe bien pour vous. Dans le cas présent, imaginons que ce chef d'entreprise qui a 2 petits jeunes en mission a récupéré des résultats de travail et il estime qu'ils sont mauvais. Ils sont très, très mauvais. S'il laisse parler son émotion
sans l'avoir comprise, sans l'avoir travaillée, qu'est-ce qu'il peut leur dire? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'on entend dans les entreprises quand le ton monte, ou même entre collègues, hein? C'est toi cette daube? En jetant un dossier, c'est toi cette daube? Ça n'a aucun sens. La personne n'est pas une daube, à ce que je sache. Mais souvent, il y a un amalgame entre une situation et une personne. Alors déjà, on va commencer par ne pas accuser l'autre. Le toi, le tu, ça n'existe pas. Et puis, on va parler de la situation qui ne va pas et non pas l'amalgamer avec la personne qui a réalisé l'acte qui crée la situation. Donc là, si cette personne dit aux jeunes, écoutez, le travail que vous m'avez rendu, j'estime qu'il n'est pas à la hauteur de mes attentes, ça ne les met ni dans une situation de colère, ni dans une situation de peur, mais dans une situation d'attente d'explications complémentaires. Donc si derrière, ils se prennent quand même une ronflante, au moins, ils sont allés dans le bureau en état de recevoir une information et non pas totalement crispés. Plus on est crispé, plus on va envoyer un message crispé à l'autre, moins on va écouter ce que l'autre a à nous dire. Dans quel but d'exprimer les émotions? Qu'elles s'expriment de manière correcte ou pas, d'ailleurs? Eh bien, ça va permettre de laisser vivre le tigre, le lion, c'est une lionne d'ailleurs, ce n'est pas un tigre, qui est en nous. Il y a eu une pub il y a quelques années, laissez un lion ou un tigre dans votre moteur. Ça fonctionne un petit peu comme ça au niveau de l'humain. Les émotions sont considérées comme les tigres en nous. Nous sommes à la fois les tigres, puisque les émotions nous appartiennent, la cage, le verrou, éventuellement le drap noir qu'on pose dessus si on ne veut pas les voir, si on ne veut pas les vivre, et le dompteur. Simplement, on n'a pas appris à être le dompteur. Donc, bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met les tigres, les lions, j'y tiens mon tigre, en cage, on verrouille, on met un drap dessus, et puis advienne ce que pourra. Ok. Si on les laisse vivre régulièrement, qu'est-ce qui va se passer? Ben déjà, on enlève le drap noir. Si on ne l'a pas laissé vivre longtemps, si on ne lui a pas permis de s'extérioriser, de s'exprimer, ce lion, qu'est-ce qu'on va voir en enlevant le drap noir? Soit une bête très agressive, elle n'a qu'une envie, c'est sortir, elle ronge son frein, elle passe la griffe, vous avez vu déjà dans les zoos, hein. Enfin la griffe, les griffes, ou alors elle est complètement amorphe. Donc soit on va avoir de l'agressivité, soit on va avoir une dépression. Ça ne vaut pas le coup. Surtout quand on connaît comment ça fonctionne. Donc, on se dit, allez, le drap noir, on ne laisse pas, puisque l'animal a besoin de respirer et de voir clair. L'animal, nos émotions. Et puis, puisqu'on sait qu'il faut les laisser vivre, on va ouvrir un petit peu le verrou. Mais si l'animal a été longtemps enfermé, si l'émotion a été longtemps enfermée, elle entend le verrou se décliquer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ouvrir la cage en grand et elle va attaquer tous ceux qui sont en face et éventuellement le dompteur, c'est-à-dire nous également. C'est-à-dire qu'une émotion longtemps contenue va être violente pour les autres et pour nous-mêmes. Tandis que si on est un dompteur sympa, on enlève le drap, on regarde nos émotions, on en prend acte, oui, alors ça se passe comme ci, comme ça, il est plutôt triste, plutôt énervé, on va ouvrir tout doucement et on va le dompter. Alors de temps en temps, il y aura des accros, hein, ça arrive, les colères, les peurs, ça va arriver. On ne va pas maîtriser tout du premier coup. De temps en temps, on se prendra encore des petits coups de griffe. Mais ça sera beaucoup plus raisonnable en attitude exprimée. Et puis, il y a une autre raison d'exprimer ses émotions, c'est de persuader les autres. En tout début, je vous ai dit expression des émotions et communication. Bonjour, je m'appelle Betty Moreau, je vous ai sorti un laïus plat. Aucune chance de persuader. C'est du factuel. Éventuellement, on peut convaincre avec du factuel. Vous allez dans une grande surface, que sais-je, pour acheter un micro-ondes. Le factuel, ça va être quoi? Ça va être la fiche technique du micro-ondes. Puis vous allez croiser un vendeur. Si le vendeur vous lit uniquement la fiche technique, vous dites, lui, il ne sert à rien, encore un métier qui va disparaître. Totalement.
Surtout si vous avez pu scanner l'affaire et avoir toutes les infos sur votre téléphone. Là, en effet, il ne sert à rien. Simplement, le vendeur, il va être plus malin que ça. Il va vous demander à quoi ça va servir. Où est-ce qu'il va être posé, ce micro-ondes? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est pour vous? Quelle est la taille de la famille? Quel en est son usage? Est-ce que vous avez une cuisine neuve? Oh, c'est joli, c'est sympa. Vous avez un nouvel appartement? Il va jouer sur l'affect. Ah, c'est pour réchauffer un biberon, vous avez un bébé. Oh, mais c'est sympathique, la famille, etc. Il va jouer sur l'affectif pour vous persuader. Regardez les discours des hommes politiques. Est-ce qu'ils sont convaincants ou est-ce qu'ils essaient de nous persuader? Généralement, ils jouent sur toute la palette des émotions. Ils ne prennent pas simplement des faits. Il existe ceci, nous allons faire cela. Déjà, un futur, on n'en sait rien, ce qui va être fait ou pas. Donc c'est difficile de faire croire en quelque chose. Tandis que si on joue sur la persuasion, on va prendre un fait, réel ou pas. Le politique ne s'encombre pas de ça, il va prendre une tranche d'un fait dans lequel tout le monde peut se reconnaître. On va dire, ah oui, ça c'est vrai, ça existe. Bon, même si c'est incomplet, tant pis, on va se focaliser sur ça. Et puis, il va créer une peur autour du sujet. Il va créer une colère également. Parce qu'on réagit à quoi? À la peur et à la colère. Et puis, il va te demander d'imaginer un futur. Alors, il ne va pas le dire comme ça, mais il va dire qu'avec lui, ça sera tellement mieux ensuite. La peur va se lever, la colère va se lever, et le fait va être transformé. Donc, il va vous avoir fait rêver, il va vous avoir persuadé. Alors, on n'est pas loin, dans la persuasion, de la manipulation. Bien souvent, on va parler d'influence plutôt. Quand on veut influencer quelqu'un, comme le vendeur de micro-ondes, lui, il va influencer l'acheteur potentiel. C'est honnête, après tout, vous avez votre libre arbitre. Quand on commence à aller un peu plus loin et qu'on entre dans la manipulation, c'est différent. Comment reconnaît-on la manipulation de l'influence? Si un discours est prononcé et qu'il vous dérange, à la fois vous êtes d'accord avec le discours et en même temps, vous sentez que ça gratte, il y a quelque chose, mais vous ne savez pas dire quoi. Là, on est dans une tentative de manipulation. S'il y a une réelle manipulation, vous ne vous en rendez pas compte. Mais après coup, vous dites, c'est marrant, j'ai pas tout compris, j'ai pas tout retenu, alors qu'il n'y avait par exemple que 3 phrases. Ce n'est pas parce que c'était un sujet complexe. Donc voilà les nuances. Le titre était Émotion et communication. Bien communiquer, en fait, oui, 5 minutes, oui, parfait pour les questions. Émotion et communication, eh bien en fait, je vous le mets dans l'autre sens. Bien communiquer, c'est émouvoir. On le voit avec la persuasion. Et je suis parisienne, bien communiquer, c'est émouvoir. Toi aussi. Est-ce que vous avez des questions? Allez, le premier, la fuite en avant. Qui? La fuite tout court. Toute la salle sort. Bon, c'est pas très agréable, mais... Oui, mais ça le rend joyeux, vous voyez, en même temps. C'est pas... L'instinct, c'est le cerveau reptilien. C'est vieux, c'est très 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 vieux. L'instinct, c'est tout ce qui permet de savoir qu'il faut manger. Enfin, on ne sait pas, ça n'est pas analysé. Il vous a plu le mammouth laineux qui voit passer sa côtelette? Si, ah oui, s'il ne sent pas la peur, il va rester là. Mais heureusement, il sent la peur. Il ressent la peur. L'instinct, c'est qu'il va sentir qu'un animal arrive. L'instinct de survie, c'est à la fois une perception sensorielle, très reptilienne, très animale, et aujourd'hui, on y associe une émotion. Mais à la base, c'est très animal. C'est simplement, je flaire quelque chose, ça fait du bruit, donc j'entends, mais je n'analyse pas ça. Je flaire quelque chose, c'est un réflexe mécanique. Je flaire, j'entends. La dernière fois que j'ai flairé et que j'ai entendu, je me suis fait écraser. Ça va être à ce niveau-là. Là, c'est l'instinct de survie reptilien, très animal.
abus de langage, maintenant on parle d'instinct de survie, parce qu'il y a une émotion qui s'est créée. Et là, c'est je sens déjà nettement moins, parce qu'on a perdu justement ce flair instinctif. Je sens déjà nettement moins, j'entends encore, la dernière fois ça m'a bousculé, j'ai peur que ça me bouscule encore. La nuance, elle va être ici. Puis après, avec le néocortex, on appellera toujours ça un instinct de survie, mais ça va être plutôt une analyse. Oui, alors ici, c'est un chemin de passage des mammouths laineux, donc je ne vais pas m'y mettre. Il va y avoir une réflexion, une anticipation. Mais l'instinct pur est très animal. Les deux en même temps. Pif, pouf. L'évolution des émotions, oui. Alors, c'est pas quoi, donc moi je pense que c'est pas. C'est vraiment des choses qui sont été validées scientifiquement parce que ah oui. je pense que c'est pas vrai, hein, parce que je pense que c'est pas l'humain en fait, il a eu, on va dire, toutes ces émotions en fait dès le départ en fait, donc il n'a pas attendu des millions des années pour commencer à voir, pour comprendre ce qu'est le plaisir, savoir en fait, voilà, je pense que c'est des choses qui existaient en fait. Il n'y avait pas d'émotions qui sont, pour moi il n'y a pas d'émotions qui sont acquises en fait. C'est des choses qui sont innées en fait, en nous en fait, puis on vient sur Terre avec tout ça en fait, avec cette, on va dire, après on commence à découvrir ça. Alors, on va dire, j'ai l'impression que vous avez réduit, on va dire, ces émotions à tout simplement, on va dire, des trucs chimiques en fait, pas plus. Donc il y a des. ah ben c'est ça. En fait, vous avez bien compris. Mais ce qui déclenche ça, ça dépasse en fait la chimie. Pour moi, par exemple, il y a un état où vous n'avez pas cité en fait, l'état du pardon. En fait. Vous avez parlé de voilà. Donc, la réassurance, la revalorisation, le dépassement. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Le pardon, c'est un jugement de valeur. Les émotions n'ont pas de jugement de valeur. Elles sont. Elles sont. L'inné... 3 minutes. C'est fini ? Bon. Alors, je vous réponds quand même. Bon, merci. Je vous réponds quand même. L'inné et l'acquis, on parle ça pour un individu, on ne parle pas sur l'échelle de la vie de 400 millions d'années, 65 millions d'années, 4 millions d'années. Et je vous dis, oui, nous, humains, nous naissons avec les émotions, puisque ça a 4 millions d'années. Donc je suis d'accord avec vous. C'est pas incompatible. Il n'y avait pas d'humains il y a 65 millions d'années quand même. Hein.